Nous avons entendu déjà résonner le nom de Montesquieu, ici, l'incontournable Montesquieu qui va être présent avec nous toute la journée. Et donc, c'est Madame Catherine Vorpilac-Auger que je suis toujours tentée d'appeler Madame Montesquieu. Je ne sais pas si elle appréciera tellement, parce que c'est vraiment... on pourrait dire, en fait, la gardienne des archives de Montesquieu. On est tous très jaloux d'elle parce que elle est la seule personne au monde qui a le droit d'habiter dans le château de la Brède, le château de Montesquieu près de Bordeaux, et c'est elle qui préside au grand site que tout le monde peut consulter, donc qui porte sur Montesquieu. Vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez savoir sur Montesquieu. Alors, Catherine Vorpilac-Auger, qui est enseignante à l'ENS de Lyon, va nous parler alors d'une thématique extrêmement centrale chez Montesquieu, à savoir la fameuse théorie des climats. Merci Anne, et merci de cette invitation qui me permet de parler de Montesquieu, de celui qui a, comme Henri Laurence l'a rappelé, non pas inventé le mot qui existait déjà, mais qui est l'inventeur du despotisme en tant que concept politique et non comme abus d'une forme politique, en le distinguant de formes de tyrannie qui, évidemment, relevé de la lecture aristotélicienne qui a complètement imprégné la philosophie politique, donc la typologie aristotélicienne fondée sur la distinction du nombre de dirigeants, lui ramène à toute autre chose, c'est le mode de gouvernement qui fait le despotisme. Et je citerai d'abord Bertrand Binoche, qui, pour définir le despotisme, dans le dictionnaire Montesquieu, parle d'un authentique mode de gouvernement qui renvoie à un ordre véritable où l'abus de pouvoir institutionnalisé renvoie à une économie spécifique de l'autorité qui se définit par des lois tout à fait contraignantes. Et ce despotisme, dans quelle mesure est-il oriental? C'est ce que je vais examiner ici, évidemment en risquant de répéter beaucoup de choses qu'Anne Cheng a déjà dites dans son cours, mais il est impossible de parler du despotisme chez Montesquieu sans parler de la Chine. Donc, première vision, là j'utilise un atlas qu'avait Montesquieu, il n'utilisait pas que cela bien sûr, et donc mes premières citations, alors je ne pensais pas que j'aurais un écran aussi gros, peut-être que la taille des caractères va vous arracher les yeux, mais c'est du Montesquieu. Donc, pour Montesquieu, le despotisme commence à peu près avec le Bosphore. Et c'est ce qui lui permet de définir comme despotisme l'Empire romain d'Orient. Fondé, donc, cela a déjà été rappelé, le despotisme, c'est celui qui a comme principe la crainte, alors que la monarchie est fondée sur l'honneur, et qui se caractérise par une violence constante des rapports à tous les niveaux de la société. Les termes mêmes qu'il emploie sont ceux de l'Orient. Il parle de vizir, car le despote ne se fatigue pas à gouverner par lui-même, il délègue à un vizir. Et de plus, le despote et le despotisme en général est affecté de toutes sortes de vices moraux, la luxure, les excès en tout genre et bien sûr la violence. Et ce qui le caractérise, ce despotisme, c'est deux institutions qui sont tout à fait liées sous le terme de servitude, l'esclavage, les différentes formes d'esclavage, y compris ce que nous appelons servage, et la polygamie, également appelée servitude domestique, livres 15 et 16 de l'Esprit des lois. Toutes mes citations, d'ailleurs, sont empruntées à l'Esprit des lois. La différence étant que l'esclavage n'est pas pratiqué seulement par les États despotiques. Une autre caractéristique du despotisme, c'est
ce que j'appellerais l'immobilité, non pas la stabilité, car nous le verrons, les États despotiques sont au contraire constamment menacés, animés de tensions extrêmement violentes, donc plutôt une forme d'immobilisme qui apparaît aux Indes, par exemple. Pour construire cette image du despotisme et ce concept de despotisme, Montesquieu s'appuie sur des relations de voyage de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Rigaud, Tavernier, Chardin, tout cela est bien connu. Chardin, dont il avait de tous, il avait beaucoup usé déjà dans les lettres persanes. Et à partir de 1735, il se livre, il fait des extraits extrêmement détaillés de l'ouvrage de Duhalde, de la description de la Chine, mais qu'il retourne contre son auteur. Il est connu que ce jésuite, d'après les recueils des lettres édifiantes et curieuses, avait fait une apologie du régime chinois qui est utilisée à partir donc de 1735 par toutes sortes de lecteurs pour défendre l'idée d'un empire chinois harmonieux, image qui est évidemment construite contre la France en particulier et une Europe morcelée, confuse, désordonnée, peu prospère. L'empire chinois est paré de toutes les qualités, d'autant plus, par exemple, aux yeux de Voltaire, que ces annales remontent bien au-delà de la chronologie biblique. C'est une raison supplémentaire pour faire de la Chine véritablement le parangon de toutes les vertus. Montesquieu, au contraire, prend ligne à ligne, chez le père Duhalde, tout ce qui peut montrer le désordre inhérent à cette forme d'ordre. Tous ces vices, donc, ne sont pas des débordements, mais l'essence même du pouvoir. Pourtant, dans l'esprit des lois 5.14, qui constitue la première définition ample du despotisme, il prend pour exemple d'abord Charles XII, roi de Suède. On n'est pas tout à fait dans les climats orientaux. Puis la Russie, mais je ne parlerai pas de la Russie puisque Hugo Toudic le fera très bien. Et enfin, il envisage les empires mahométans, car c'est de la religion que les peuples tirent en partie le respect étonnant qu'ils ont pour leur prince. Il y a aussi les pays où le despote a la propriété des terres. Autres exemples, la Turquie, Bantam, c'est-à-dire Java, la Perse, le Moghol, empire musulman des Indes orientales, le Maroc et de nouveau la Russie. Alors, parlons simplement de la Suède. L'épisode dit despotique de la Suède correspond simplement aux quelques 20 années du règne de Charles XII. Donc, comment se justifie cette partition entre régime modéré et régime despotique? C'est l'influence du climat déterminante. Livre 14, chapitre 2, avant la fameuse expérience de la langue de mouton. La chaleur affaiblit les fibres des corps. C'est vrai que nous ressentons tous les effets de la chaleur, mais rend aussi les esprits moins courageux. Et ce qui est intéressant, c'est ce passage du physique au moral, c'est la conscience de la force qui rend fort. Saper cette confiance, eh bien, alors vous la sapez soit par le physique, soit par le moral, eh bien, vous abattez complètement le courage des populations. Autre caractéristique, la fertilité des pays du Midi qui produisent plus que le Nord, et dans les pays du Nord, on doit se battre pour gagner sa subsistance, alors que, au contraire, voilà, donc on vit facilement de ce que produit la terre, c'est ce qui a naturalisé la servitude. Et donc, voilà encore une raison voilà la raison principale
qui justifie l'esclavage dans ces pays-là. L'esclavage y choque donc moins la raison. Donc, l'esclavage, pour travailler, il faut y forcer les gens dans les pays où il fait trop chaud. Donc, tout cela montre clairement que, des lettres persanes à l'esprit des lois, on est passé d'une bascule est-ouest à une bascule nord-sud. Mais attention, l'Orient n'est plus seul en cause. En effet, au livre 17, chapitre 2, il est dit que les empires despotiques du Mexique et du Pérou étaient vers la ligne, donc l'équateur, et presque tous les petits peuples libres d'Amérique étaient et sont encore vers les pôles. Alors, pour nous faire voir un petit peu à quoi peut ressembler l'empire du Pérou suivant la géographie et l'histoire de cette époque-là, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous mettre cette carte tirée de l'Atlas de Montesquieu, qui est une carte de l'Amérique antique. C'est-à-dire, en fait, c'est l'Atlantide sur laquelle on a c'est l'Amérique sur laquelle on a surimposé quelques notions mythologiques. Et donc, l'Empire du Pérou, c'est à peu près ce qui est délimité par l'équateur, la ligne en haut, tout le bassin de l'Amazone et le tropique au-dessous. Donc, cela nous montre à quel point le rôle du climat est important. Le climat, encore une notion qu'il faut éclaircir. À l'origine, la notion de climat définit une zone géographique. Montesquieu l'enrichit de sens nouveaux jusqu'à faire coïncider avec ce qu'on appelle aujourd'hui territoire, ce que la géographie appelle donc un espace approprié par l'homme. C'est un espace dans sa relation au corps humain. D'où l'analyse du livre 17, chapitre 2. La grande chaleur énerve, c'est-à-dire affaiblit, la force et le courage des hommes. En revanche, dans les climats froids, on a à la fois force et courage, action longue, pénible, grande, hardie. Et cette citation m'intéresse beaucoup, notamment parce qu'elle prend comme exemple les peuples du nord de la Chine et du Midi, les peuples du Midi de la Corée. Le rapprochement peut surprendre entre l'immense Chine et la minuscule péninsule coréenne. Pourquoi ce rapprochement? Peu importe la dimension du territoire, puisqu'il s'agit de faire jouer des différences relatives au sein d'un même ensemble. D'autre part, Montesquieu ne croit pas à l'unité de l'Empire chinois, à l'unité immémoriale de l'Empire chinois, dont il met en doute la durée en tant qu'empire monolithique. Et je vous ai reproduit un tout petit passage de l'extrait des Geographica qui sont conservés à la bibliothèque municipale de Bordeaux, ce qui est précédé de l'astérisque. Le Midi n'était donc pas soumis à l'Empire, alors que là où Duhalde voit la magnifique conquête, la magnifique unification de l'Empire chinois, Montesquieu remarque au contraire qu'il y a des moments où le Midi et le Nord étaient parfaitement disjoints. Et cela donc détermine son attitude envers la Chine. Là, nous avons un extrait du catalogue de sa bibliothèque. Donc, comme vous voyez, il s'agit de la page consacrée à la Chine, qui commence évidemment avec un titre très hostile, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, un titre très hostile à la Chine, la traduction de Renaudot des anciennes relations. Et ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la main de Montesquieu, c'est une citation de Tacite, Maior et longinquo reverentia, de loin on inspire plus de respect, et c'est ce qui dicte toute son attitude envers la Chine. Nous admirons beaucoup la Chine uniquement parce que nous ne la connaissons pas. Et pourtant, évidemment, la Chine aurait pu avoir un autre destin.
C'est ce qu'on voit dans les pensées, et il faut toujours faire attention aux manuscrits, ils peuvent être traîtres. Dans un passage postérieur à l'esprit des lois, il évoque le fait que l'Empire chinois aurait pu, à un moment, bifurquer et devenir une république. Évidemment, il s'agit en fait d'un état de la pensée de Montesquieu qui est antérieur à l'esprit des lois et qu'il recopie plus tard parce qu'il ne veut rien laisser perdre. Donc, en fait, comment explique-t-il cela? C'est que les provinces du Nord ont été en quelque sorte attirées par le Midi. Cela veut-il dire que, donc, si le climat est ainsi naturalisé, peut-on dire que le climat, ce caractère des peuples du Nord et du Midi, doit être essentialisé? Ce serait surprenant compte tenu du fait que Montesquieu n'est pas porté sur l'essentialisation de manière générale. En fait, on a un conflit de deux natures d'ordre différent. Une nature humaine qui est absolument générale, qui implique une aspiration à la liberté, qui est définie par la liberté, et une nature physique qui exige la servitude. Conflit, donc, qui n'en induit pas moins cette question de la naturalisation. Bon, je me suis interrogé sur ce terme, mais je ne vous ennuierai pas avec le détail parce que le terme n'est pas utilisé en ce sens à l'époque en français, mais je pense que, comme c'est souvent le cas lorsque Montesquieu crée des néologismes, en fait, il francise des mots anglais. Donc, je considère que, si l'on comprend bien ce terme, le climat ne s'inscrit pas dans la nature de l'homme, mais il fait partie d'une nature qui englobe l'homme et fait pression sur lui. Cet état, donc, va déterminer les peuples, ou du moins les influencer, mais placés dans d'autres conditions, dans d'autres climats, les hommes réagissent différemment. Malheureusement, pas comme on pourrait l'espérer. Donc, une fois accoutumés au climat de l'esclavage, les Tartares, souvent indomptables, reviennent avec l'esprit de la servitude. Inversement, envoyés des Portugais aux Indes, ils perdent le courage, ils deviennent indolents comme les Indiens. Que conclure de ces deux citations? Le climat ne détermine pas les Orientaux d'une manière telle qu'il existerait une nature humaine orientale différente, parce que dans ce cas, il devrait y avoir une nature humaine coréenne du Nord ou coréenne du Sud. C'est un facteur qui s'exerce parmi d'autres, parmi toutes les données qui constituent ce que Montesquieu appelle l'esprit général. Le problème est que la servitude s'étend ou gagne les esprits plus facilement que la liberté. La liberté se maintient dans l'espace et dans le temps quand elle passe de Scandinavie ou de Germanie dans le sud de l'Europe au moment où s'effondre l'Empire romain. L'esprit de liberté des Francs, tel qu'il se manifestait dans leur Germanie originaire, passe dans les institutions françaises. C'est la grande idée, donc, qu'il n'y a pas une conquête qui a asservi les romano-gaulois, mais donc qu'il y a un esprit de liberté qui s'est maintenu dans les institutions. Le problème étant que, eh bien, c'est absolument dissymétrique. Donc, comme vous le disent ces deux citations, en Asie, la liberté n'augmente jamais. En revanche, vous voyez les Wisigoths qui sont venus du Nord, une fois qu'ils se sont installés autour de la Méditerranée et notamment pour former un royaume en Espagne, eh bien, il y a aussi la religion chrétienne qui, aux yeux de Montesquieu, n'a pas exercé une excellente influence. Les lois des Wisigoths sont puériles, gauches, idiotes. Donc, si je résume,
Climat tempéré, eh bien, la liberté fluctue. Climat extrême, cela va toujours dans le même sens, mais on a toujours cette tendance vers moins de liberté, plus de violence, plus d'oppression. La question devient donc, comment le monde entier n'est-il pas devenu despotique? Eh bien, justement parce que l'empire despotique est par nature fragile, il est menacé par un vice intérieur qui procède des mêmes causes que celles qui le font s'établir avec tant de force. Je vous avais parlé des empires despotiques du Mexique et du Pérou, dont on sait qu'ils ont été balayés par les conquérants espagnols. Eh bien, dit Montesquieu, et c'est quelque chose qu'il dit très tôt dans le traité des devoirs en 1725, ce qui a causé l'effondrement de ces empires, c'est qu'il leur a manqué un Descartes. En effet, un petit peu d'esprit cartésien, un petit peu de raison, remplaçant la superstition dans laquelle ils étaient soigneusement entretenus par les despotes, s'ils avaient eu donc un peu plus de raison, ils se seraient dit qu'ils pouvaient résister à ces quelques dizaines d'envahisseurs, que leurs armes étaient finalement tout aussi efficaces que les fusils de la fin du XVe siècle. Et donc, c'est l'ignorance imposée, maintenue par les souverains qui a causé la perte de ces peuples. Parce que sans liberté d'esprit, vous êtes voués à la destruction. Mais vous allez me dire, cela, c'est une menace extérieure. Certes, c'est un vice intérieur, mais c'est quand même à cause d'une menace extérieure que ces empires se sont écroulés. Donc, le principe du gouvernement se corrompt sans cesse, un vice extérieur, mais il y a des causes accidentelles qui peuvent le maintenir. Par exemple, dans les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, eh bien, ce qui a maintenu l'Empire romain d'Orient, ce qui l'a fait résister aux poussées de tous les envahisseurs, c'est le feu grégeois, l'arme absolue, l'équivalent de l'arme nucléaire aujourd'hui. Ils étaient les seuls à le détenir et le secret en a été soigneusement gardé. Voilà ce que peut être une cause absolument accidentelle. Mais ce qui est plus remarquable, c'est la manière dont la Chine va tourner en force sa fragilité inhérente. Le moindre trouble peut y créer une révolution. Donc, la Chine sujette à des famines fréquentes, d'une part parce que c'est le problème des pays où croît le riz, et d'autre part, c'est aussi l'extraordinaire fertilité des femmes. Donc, une population considérable. Il se forme de toutes parts des bandes de 3, 4 ou 5 voleurs, ce que tout pays connaît, mais la différence, c'est la manière dont se propage le trouble. Ce qu'on appelle les émotions au XVIIIe siècle, en fait, dans un pays despotique, se transforment très facilement en révolution. Il peut arriver que quelques troupes fassent fortune, elle se maintient, se fortifie, se forme en corps d'armée, va droit à la capitale, et le chef monte sur le trône. Le système dont on a vu avec Charles XII, roi de Suède, qu'il pouvait être réduit à une seule personne, s'effondre en quelques jours, et en l'occurrence en une seule phrase. Autrement dit, la révolution est toujours possible, toujours à l'horizon du despotisme. Mais, évidemment, ce qui fait la force de la Chine, et c'est la suite de la citation, c'est que l'empereur, l'empire, de manière générale, est parfaitement conscient de cette faiblesse. Et il sait ce qui le menace. Autrement dit, ce qui fait la force de la Chine, c'est cette sanction immédiate qui fait perdre l'empire et la vie, qui fait prendre conscience de la faiblesse. Le vice intérieur est donc perçu, analysé et retourné en force. Le despotisme chinois, sa force, vient en fait de sa faiblesse et d'une intelligence orientée vers sa survie. Il a été rappelé
que aux yeux de Montesquieu, cela ne peut pas être un despotisme éclairé, c'est au contraire le pire des despotismes, celui qui fait tout pour sa survie. Et j'achèverai mon exposé avec les derniers mots du chapitre consacré à la Chine, à la définition typologique de la Chine. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner? Il s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore. La chaîne, les chaînes du despotisme, je dirais que c'est une image assez banale, mais la notion de l'image de la chaîne est très importante chez Montesquieu, car la chaîne logique, la chaîne de l'argumentation, la chaîne conceptuelle, est véritablement première dans sa pensée. Cette chaîne logique, rigoureuse, elle emprunte à la mécanique. Les innombrables rouages de l'Empire chinois sont reliés par une belle chaîne, ce qu'il appelle les manières, dont la seule fonction est d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de l'ensemble, avec l'empereur en son centre, pour l'éternité semblable à lui-même. Montesquieu remplace ces images par celles d'une gigantomachie monstrueuse, image actualisée par le présent qui traduit un processus en action et une menace constante. L'instrument de la rationalité et de l'efficacité, la chaîne, a été transformé en instrument de destruction et de mort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment absolument passionnant. Comme je disais, Catherine, c'est Madame Montesquieu, mais on apprend toujours quelque chose de nouveau. Ça, je connais beaucoup de descendants de Montesquieu dont les épouses n'apprécieraient pas. J'ai beaucoup apprécié justement toutes vos références à la Chine. Je pense que c'est un peu dans la continuité des conversations que nous avons pu avoir, qui ont commencé justement à la Brède. Alors, je dois dire que, évidemment, ce qui est assez amusant dans ces pour ou contre despotisme oriental, etc., ça vient en particulier de gens qui n'ont jamais mis les pieds en Chine. Bon, ça il faut commencer par dire ça. On parlait tout à l'heure de Quesnay. Bon, Quesnay, c'est quelqu'un qui défend mordicus, donc la notion d'un despotisme éclairé en Chine sans y avoir jamais mis les pieds. Et de la même façon, c'est quand même assez paradoxal que nos intellectuels du XVIIIe siècle se réfèrent essentiellement à Duhalde, qui est l'un des rares jésuites, justement, à ne jamais avoir mis les pieds en Chine. Bon, donc donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est quand même assez particulier à Montesquieu, c'est que, et ça je crois que Catherine Vorpilac l'a bien montré, justement dans cette bascule est-ouest vers une bascule nord-sud, du coup en fait ça épargne justement Montesquieu du travers de l'altérité de la Chine comme le grand autre, parce que en fait, avec Montesquieu, on voyage justement en fait du Pérou, du Mexique, à la Suède, à la Chine, à l'Inde, etc. Et je pense que Montesquieu a peut-être été plus, sensible que beaucoup de ses contemporains à l'état justement contemporain de la Chine. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier que la Chine dont parle Montesquieu et la Chine dont il est contemporain est une Chine non pas chinoise, mais une Chine manchoue. Alors, oui, tartare. Alors justement, voilà. Donc, et donc, c'est Mandchou qui conquiert donc le trône.
impériale en 1644. Alors donc il faut toujours se rappeler que 1644, ici, bien de chez nous en France, nous sommes sous le règne de Louis XIV. Hein, donc, et il faut se rappeler que ces Mandchous se sont maintenus, hein, parlons de stabilité, hein, se sont maintenus jusqu'en 1911. Donc, alors, ces Mandchous sont justement une dynastie non chinoise que les Chinois au départ considéraient comme barbares. Hein. C'est des gens qui étaient très bons pour monter à cheval, mais pas à faire grand-chose d'autre, et qui interviennent dans l'histoire chinoise après les Mongols. Les Mongols qui, eux aussi, en fait, ont régné pendant assez longtemps, moins longtemps que les Mandchous. Mais alors justement, en fait, les Mongols, dans leur gouvernance de l'Empire chinois, donc, ont fait cette distinction entre les gens du Nord et les gens du Sud. Hein. Et je pense qu'ils se seraient reconnus effectivement dans les considérations de Montesquieu en disant que les hommes du Nord, dont ils étaient évidemment, enfin les premiers, hein, les Mongols, plus courageux que les gens du Sud, qui eux étaient énervés. Alors quand on dit je suis énervé, ça veut dire que je suis très remonté. Hein, bon, alors que au XVIIIe siècle, énervé avait exactement le sens contraire, c'est-à-dire justement d'avoir perdu ses nerfs. Hein, bon. Donc, l'influx nerveux. Donc, avoir perdu son influx nerveux. Oui. Donc, voilà. Je m'arrête là. Je sais que parmi nous, et j'en profite justement pour saluer leur présence ici, qu'il y a d'autres éminents spécialistes de Montesquieu, en particulier le professeur Alain Supiot, qui a, je vous le recommande, vraiment présenté une édition des lettres persanes aux éditions du Seuil, que vous devez tous consulter, lire la présentation qui se présente comme un échange épistolaire avec Montesquieu, donc un échange entre Alain Supiot et Montesquieu, ça vaut le détour. Donc je ne sais pas si Alain a un commentaire à faire. Merci beaucoup, chère Anne, de la part des éditions du Seuil et de la collection Point en particulier. Oui, Montesquieu était juriste. Il y a dans la ville de Nantes, d'où je viens, quelques grandes rues majestueuses. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Et puis il y a une petite rue Montesquieu où on peut lire philosophe moraliste. Juriste, non. Et pourtant, vis-à-vis de ceux qui ont critiqué l'esprit des lois ou les personnes, ils disaient bon, je suis jurisconsulte, eux sont théologiens, qu'ils fassent leur travail et qu'ils me laissent faire le mien. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons aussi des nouveaux théologiens dans le monde des clercs, et donc c'est une des raisons de mon intérêt pour Montesquieu. Non, juste, je voudrais vraiment remercier pour ce très beau commentaire de l'esprit des lois. Sur la notion de climat, si on regarde les dictionnaires du XVIIIe siècle, on voit que le sens du mot a complètement changé, puisque le climat au XVIIIe, ce n'est pas une donnée météorologique. L'étymologie vient de l'inclination, c'est une inclination générale. De la même façon que je pourrais dire qu'il y a un climat savant et amical dans cette salle ce matin. Donc il n'y a pas de déterminisme climatique. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il y a eu, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a eu une interprétation de Montesquieu comme un déterminisme climatique au sens contemporain du mot climat, alors que si on lit par exemple ses travaux préparatoires dans les causes qui forment l'esprit des nations, il dit il y a les causes physiques, il y a les causes morales, et s'il y en a qui sont plus déterminantes que d'autres, c'est sans doute les causes morales. Enfin, est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Oui, exactement. Et alors, parmi ce qui a été très souvent mal compris ou refusé intellectuellement comme une sorte de position de principe, donc il y a justement la définition du despotisme comme forme spécifique de gouvernement, et le climat transformé en déterminisme absolu. Or, il est très clairement dit dans l'esprit des lois que, donc les causes morales dont vous parlez, mais le bon législateur, c'est celui qui compense ou surmonte les vices du climat.
le bon législateur ne peut pas admettre l'esclavage. Le bon législateur ne peut pas admettre la polygamie, hein, même s'il y a, si le climat agit sur les corps d'une manière telle que, etc., on est porté à avoir plusieurs femmes. Eh bien non. Je pense que nous avons mérité une petite pause. Un quart d'heure, pas plus. Retour ici à 11h30. Merci.